Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 11 heures et nous allons bientôt commencer effectivement cette revue de marché pour la fin du mois de mai. Je vous avoue que avant d'attaquer cette présentation sur la partie globale macro, je me suis beaucoup demandé ce que j'allais pouvoir vous présenter aujourd'hui qui soit très différent des mois précédents. Alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison que d'un point de vue fondamental, on ne peut pas vraiment dire que les choses aient particulièrement évolué. C'est ce qui fait que pour certains éléments de l'environnement global macro, je vais passer peut-être assez rapidement et puis on va s'attarder au contraire sur d'autres qui me semblent un peu plus pertinents pour bien comprendre ou mieux comprendre effectivement l'environnement dans lequel les marchés financiers, notamment américains, se trouvent à l'heure actuelle. Ensuite, comme d'habitude, on passera en revue différents benchmarks. Et puis, de la même manière, je passerai un petit peu de temps sur cette session, à la fois sur les marchés américains, mais également la partie sectorielle européenne, puisqu'il y a des petites choses, on va dire, sympathiques à vous montrer. Petit disclaimer, donc vous savez que nous ne sommes pas un prestataire de services d'investissement, donc je vous rappelle que toutes les informations qui sont fournies ne constituent en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention de titres ou de produits d'instruments financiers. Donc, effectivement, Surperformance est une société média financière, mais pas une société de prestation de services d'investissement en tant que telle. Donc, nous avons une obligation effectivement de moyens et pas de résultats. Si on attaque directement avec l'environnement global macro. Alors, je dirais que l'un des indicateurs que je trouve les plus intéressants pour comprendre à peu près la position actuelle du marché, c'est le Leading Indicator Index, donc qui est publié par le Conference Board aux États-Unis. Et là, vous voyez, il y a différentes manières en fait d'analyser ce LEI, comme on l'appelle par son petit nom, c'est plus rapide. La première manière, ou l'une des premières manières, c'est de regarder simplement la variation de cet indicateur, qui est un indicateur composite. Et je vous montrerai tout à l'heure ensuite quelles sont les différentes composantes justement qui sont utilisées pour le calculer. Donc là, dans le premier cas, on regarde simplement l'évolution d'une année sur l'autre, enfin tous les mois, mais comparativement au mois de l'année précédente, pour voir un peu ce qui se passe. Et ensuite, on superpose, là c'est l'intérêt de la courbe en grise, on a la même chose sur le PIB. Comme vous pouvez à peu près vous en douter, lorsqu'on a les leading indicators qui ont tendance à baisser, in fine, ça se traduit plus ou moins directement par effectivement une baisse également du PIB. Les grandes barres verticales correspondent en fait aux zones officielles de récession. Donc il y a des niveaux en fait à partir desquels on considère que la décroissance des LEI effectivement se traduit in fine par une récession dans les 12 mois qui viennent. Et là, on est effectivement typiquement dans ce genre de configuration. Donc, la première manière effectivement de voir ce LEI, c'est sa variation annuelle. Et en l'occurrence, la variation annuelle, malheureusement, pointe plutôt pour un environnement dégradé à venir. L'autre possibilité de regarder effectivement cet indicateur, c'est juste le prendre en termes de niveau, tout simplement, et ensuite de trouver un seuil en dessous duquel, on, là aussi, on considère que cela pointe vers une probable récession à venir. Là, en l'occurrence, à chaque fois, ce sont des graphiques, vous voyez, que j'ai directement récupérés du Conference Board, donc c'est quelque chose que vous pouvez également retrouver de votre côté si vous le souhaitez. C'est tous les mois, en fait, vous avez le Conference Board qui vous fait un petit papier explicatif de leurs indicateurs. Donc, c'est complètement public. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'à partir du moment où on est en baisse de moins 4%, en général, c'est un signal comme quoi on va avoir une récession dans les 12 mois qui viennent. Et ce signal, on l'a eu il y a déjà plusieurs mois. Donc on a toujours ce risque, cet effet de Damoclès au-dessus de la tête, qui est donné par le LEI aux États-Unis, donc avec une probabilité de récession relativement conséquente, étant donné que la pertinence de cet indicateur, même s'il a été affiné, on va dire, pour mieux coller a posteriori, il y a un peu de curve fitting dans le backtest, mais grosso modo, même en live, il a plutôt fait du bon travail au cours des dernières décennies.
Alors, je vous ai dit en préambule que je vous montrerai les différentes composantes. Bien là, vous les voyez. Vous avez une composante financière et une composante non financière. En l'occurrence, dans la composante financière, on va s'intéresser plus particulièrement à la partie crédit et également ensuite à la partie spread. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que ça vous donne une idée plus précise, où on va regarder plus précisément quels sont les gros éléments qui peuvent expliquer la variation effectivement de cet indicateur avancé. Quand on regarde la partie crédit, en l'occurrence, ce que l'on constate, c'est que d'une manière générale, les conditions d'octroi de crédit sont devenues beaucoup plus difficiles. Et ceci, que ce soit par l'intermédiaire des petites banques régionales, mais également par l'intermédiaire des grandes banques américaines. C'est exactement la manière dont ça se traduit. C'est effectivement les conditions d'octroi sont revenues quasiment au niveau de 2020. On n'est pas encore au niveau de 2007, si vous vous rappelez la grande crise financière, mais on arrive sur des niveaux où on peut quand même s'attendre à ce que ce soit bien plus difficile pour les entreprises d'emprunter que ce qu'elles avaient connu jusqu'à présent. Alors, comme le titre le laisse penser, c'est tendu, mais pour le moment, il n'y a pas encore de crise. Donc, ça fait partie effectivement des éléments à surveiller, mais sachez simplement que l'octroi de crédit en général, in fine, a un impact effectivement sur la croissance économique. Ça, on le verra dans la foulée. On a de la même manière, de manière concomitante en fait à ces octrois de crédit qui sont plus compliqués, on a aussi une baisse de l'appétence pour le crédit. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve à la fois aux États-Unis, et je vais vous le montrer également, on retrouve en Europe. Alors ça veut dire quoi? C'est simplement que les entreprises sont moins enclines à demander à leurs banquiers effectivement des facilités de crédit. Pour la simple et bonne raison qu'en règle générale, si les entreprises commencent à moins investir, c'est qu'elles doivent estimer que l'environnement économique n'est pas extrêmement propice, ou en tout cas leur perception de l'environnement futur n'est pas extrêmement propice. Donc de la même manière, vous savez que l'investissement fait partie de l'une des composantes du PIB. Donc qui dit pas d'investissement dit zéro pour la composante en question. Et quand on n'investit pas, les chefs d'entreprise le savent bien qu'en général, la mort de l'entreprise est souvent au tournant. Donc je vous disais que c'était quelque chose que l'on voyait aux États-Unis, mais c'est également exactement le même type de tendance que l'on constate lors d'une enquête qui a été faite par la BCE. Donc là aussi, la demande de crédit pour les entreprises est en nette baisse. Et enfin, c'est un peu le résumé de ce que je vous dis, c'est qu'à partir du moment où la demande de crédit baisse, en général, ça se traduit également par donc, une baisse réelle, pour le coup, du PIB. C'est un graphique que je vous avais déjà montré la fois précédente, donc entre guillemets, il n'y a rien de neuf. La courbe est toujours la même, c'est juste pour se rafraîchir un petit peu la mémoire. L'autre élément, et là je vais être assez rapide, c'est je vous avais expliqué aussi pourquoi du côté des banques l'octroi de crédit est plus difficile. C'est tout simplement parce que la manière dont elle fonctionne, c'est elle se base sur les différentiels de taux d'intérêt pour se rémunérer. Et qu'à partir du moment où elles empruntent à court terme et qu'elles émettent des emprunts à long terme, elles ont tout intérêt à maximiser cela lorsque le différentiel de taux leur est favorable. Sauf qu'à l'heure actuelle, si vous avez suivi un peu les épisodes précédents, ou ce que l'on raconte dans la presse, on parle beaucoup d'inversion de courbe, c'est-à-dire que les taux du crédit à court terme sont plus élevés que les taux d'emprunt à long terme. Donc il est évident que pour les banques, ce n'est pas une incitation à octroyer des crédits. D'où le premier graphique qui est le fait que l'octroi de crédit est devenu plus compliqué, tout simplement parce que pour les banques aussi, ce n'est pas extrêmement rentable dans les conditions actuelles. J'en profite pour faire un petit aparté. L'autre élément qui permet l'octroi de crédit, c'est le fait d'avoir des réserves. Et vous savez qu'avec la crise qu'il y a eu sur les banques régionales, beaucoup de petites banques ont vu leurs réserves fondre. Et donc, leur capacité à leverager le crédit s'en trouve amputée d'autant, puisqu'elles n'ont plus de fait, ou en tout cas le leverage qui est utilisé, la base qui est utilisée pour le leverage, pardon, eh bien, elle s'est amoindrie. Dernière petite charte sur l'importance de regarder effectivement ces spreads de taux par rapport
à l'impact que ça peut avoir sur le marché boursier. Historiquement, lorsque on est en inversion de courbe, hein, donc quand le différentiel de taux court par rapport au taux long passe sous zéro, cela a tendance à se traduire effectivement par un ralentissement de l'activité économique, donc un S&P qui baisse, soit un peu avant, soit un peu après, soit un peu pendant. Et là aussi, soit de manière concomitante, soit de manière décalée. La plupart du temps, c'est plutôt un peu décalé, c'est-à-dire qu'il y a entre le moment où les banques commencent à mettre le pied sur le frein et le moment où ça se traduit réellement dans l'économie, c'est évident que ça ne se fait pas en un coup de pinceau. Donc, on a ce délai effectivement de plusieurs mois que l'on constate. Et là aussi, les anticipations sur le marché financier font qu'en général, on observe entre 6 jusqu'à 18 mois de décalage entre le début des inversions de courbe et le début effectivement d'une baisse plus ou moins conséquente en fonction de l'ampleur de la récession qui suit. Donc une baisse plus ou moins conséquente de l'indice américain.